Bonjour Christian Naudet, bonjour Jacques Tessier et Serge Bertin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes tous les trois membres de l'association citoyenne Lutte Déchets 24, qui s'est créée il y a quelques années. Le collectif existait déjà précédemment, mais qui s'est créé contre les décisions de redevances incitatives du SMD3 notamment. Vous venez en studio là pour une actualité, donc c'est une décision judiciaire qu'a pris le tribunal administratif de Bordeaux. Cette décision dit qu'il y a eu une rupture d'égalité. Donc ils ont donné raison aux personnes qui ont dit qu'il y avait une inégalité de traitement entre ceux qui étaient en porte-à-porte et ceux qui étaient en point d'apport volontaire, et notamment une surfacturation, mais que sur les années 2023-2024. Et donc ça a été décidé le 26 juillet 2025. Alors peut-être dans un premier temps, parce qu'au début, on ne s'est pas tourné directement sur le juridique. On a d'abord essayé de mobiliser la population sur cette question-là, parce que tout le monde en parlait. On a fait donc un rassemblement le 12 novembre 2022, et le 16, puisque le 16 novembre, c'était la date à laquelle la tarification serait votée par le comité syndical. Et puis, bon, le succès était assez mitigé. Et après, on a pensé donc faire une association en 2023 pour pouvoir ensuite ester en justice, comme on dit. Donc avec votre avocat qui s'appelle Monsieur Pêche, Monsieur Pêche avocat au barreau de Toulouse. De Toulouse, qui avait traité donc ce sujet contre la communauté de communes Cœur de Garonne, et il avait obtenu satisfaction sur la question de l'insalubrité. Et nous, ça fait effectivement l'insalubrité, ça fait partie d'un des thèmes de nos revendications, mais bien sûr, c'est pas le seul thème. Et sinon, donc, si c'est pas une association qui est créée, il faut porter plainte personnellement et se rendre personnellement ou avoir un avocat le jour J. Parce qu'un collectif n'a pas d'existence juridique. Donc au début, c'était ça que nous avions créé, un collectif. On a été contraint de se mettre en association en 2023. Pour reprendre un peu la chronologie, on a fait un recours gracieux puisque c'est la procédure. Et puis ensuite, on a fait un référé suspension que l'on n'a pas gagné, le juge ayant estimé qu'il n'y avait pas d'urgence à ce moment-là. Et donc le jugement sur le fond, lui, a eu lieu le 26 juin. Et il y avait donc deux sujets à traiter. D'une part, la tarification, et d'autre part, le règlement de collecte. Et donc nous avons obtenu satisfaction sur la tarification, puisque effectivement le porte-à-porte est facturé 35 ou 40% plus cher que le PAV, et le juge a estimé que pour une même quantité de déchets, il n'y avait pas lieu qu'il y ait deux tarifs différents. Mais on n'était pas les seuls à demander l'annulation des tarifications. Il y a eu deux autres particuliers qui aussi l'avaient demandé. Mais en personnel. Oui, c'est assez remarquable. Et M. Rico Dussarget, lui, il l'avait fait très rapidement après le 16 novembre 2022, dès décembre 2022, donc un recours. Mais donc cette question de l'inégalité des tarifs n'est pas le seul argument. Quand il y a un jugement, on met en avant, l'argument principal, et les autres ne sont pas cités dans le jugement. Alors que nous, on avait quand même une argumentation développée sur un certain nombre de points. Et peut-être que s'il n'avait pas été demandé une égalité des coûts, il y aurait eu un autre argument qui aurait aussi justifié l'annulation des délibérations. Mais ça, on ne le sait pas. Alors, sur la question de la collecte, une délibération qui était attaquée, qui a été annulée, mais entre-temps, il y en a eu une autre qui a été délibérée donc, au comité syndical en 2025.
Ce qui fait que notre requête contre la délibération 2024 n'avait plus tellement lieu sur le fond. Parce qu'à partir du moment où une délibération en remplace une autre, la précédente est annulée. Mais nous, ça nous a quand même bien contrarié cette histoire, parce que on avait quand même un motif extrêmement important sur la question du handicap, qui est donc très minoré. Parce qu'il y a un certain nombre de bornes qui ne sont pas bien accessibles aux handicapés, notamment les bornes aériennes. Et les bornes semi-enterrées, c'est aussi limite. Alors, dans le budget, il était prévu qu'il y ait au moins une borne accessible par commune pour les handicapés, si la commune le demandait. Mais si la commune ne le demandait pas, c'était pas fait. Et on est tous, quelque part, des handicapés en puissance, et on peut avoir des accidents, On des sait pas choses ce qui comme peut nous ça. arriver. Ouais. Voilà. Et ça, donc le tribunal en a pas tenu compte. Alors, donc la question pour nous, c'est de savoir si on va faire appel ou pas sur ce sujet de la collecte. Et ça a été décidé? Vous vous attendez à l'Assemblée générale de l'association? Pas encore. C'est-à-dire que nous aussi, on doit décider dans les 2 mois. On est en train d'y réfléchir avec notre avocat, sachant que ça coûte cher de faire appel. Ça coûte combien? Il y a des problèmes financiers, et en même temps, on veut voir si on a des chances de gagner là-dessus ou pas. Donc, on va trancher d'ici la fin juillet pour savoir si on fait appel de la décision sur la collecte. Parce que ça vous coûte combien 2000, à peu près. À peu près 2000 euros. Non, Ce qui n'est pas rien pour une association dont la cotisation, c'est 10 euros par adhérent. Donc il faut beaucoup d'adhérents pour... Actuellement, vous êtes à combien d'adhérents à jour de cotisation? Disons, sur la fin 2024, on était 360. Mais on doit être 250 à peu près aujourd'hui. Donc on fait des relances pour qu'on puisse nous aider. Et il y a beaucoup de gens qui font des dons, et on les en remercie parce que ça nous aide quand même beaucoup. Ouais. Et que vous avez dépensé combien alors pour cette audience du 26 juin? On a dépensé pour le recours gracieux. À peu près combien? 1600 euros. Déjà? Ouais. Après, on a dépensé aussi pour le référé suspension, 3400 euros. Et à la fois, c'était pour le recours... le référé suspension et pour le jugement sur le fond. Mais après, quand il y a des échanges entre les avocats, on paye aussi chaque réplique. Et les répliques, c'est 400 euros. Et il y en a eu combien? Et il y en a eu 4, donc ça fait 1600 euros. Ça monte vite. Ça monte très vite. C'est cool. Ça va vite. Et là, pour le jugement sur le fond, il y a eu aussi 2 répliques, et là on en a eu pour 1300 euros, ce qui fait qu'en gros on est presque à 8000. Est-ce que vous pensez qu'il y a encore un espoir en justice? Parce que, comme vous le dites, en face, le président du SMD3, Monsieur Protano, se vante de 86 procès gagnés. Oui. Contre... C'est ce que vous me disiez. Hein, oui. Et bon, il en a perdu un avec 3 plaidants. Il y avait deux particuliers plus notre association. Ce procès du 26 juin. Ce que je voudrais préciser, c'est que ce qui nous a un peu chagriné, c'est que suite au jugement du tribunal administratif, la quasi-totalité des médias n'ont retenu que le fait que les opposants à la redevance incitative avaient été à nouveau battus par le jugement du tribunal, passant complètement sous silence notre association. En gros, ils n'ont retenu que l'AMCODE, l'autre association, qui s'est créée effectivement avant nous. On a commencé à travailler avec elle, et puis elle n'a plus voulu travailler avec nous. Et donc, on n'a plus aucun lien avec elle. Et elle a perdu ses recours. L'essentiel des plaidants individuels ont aussi perdu, mais nous, on a gagné, et ça, la presse, elle en a fait complètement silence. C'est un peu agaçant, et on remercie RLP de nous donner la parole pour pouvoir dire aux gens, aux usagers et à l'ensemble des citoyens de la Dordogne que notre association a
gagné, c'est une victoire, même si elle n'est pas suffisante, puisque, on l'a dit sur le mode de collecte, il n'y a aucune injonction de la part du tribunal. Par contre, sur la tarification, le SMD3 est tenu de revoir sa tarification dans les 2 mois qui viennent. Est tenu d'annuler les délibérations de 2023-2024 qui mettaient ce traitement en défaveur pour ceux qui étaient en porte-à-porte. Après, est-ce qu'il va y avoir un remboursement ? Ça, la question reste ça, on ne sait pas. Ce qu'on sait simplement, c'est que ces décisions du tribunal administratif créent les conditions pour que les usagers qui ont été lésés fassent appel au tribunal judiciaire. C'est une procédure relativement simple, on n'a pas besoin d'avocat pour demander au tribunal, s'appuyant sur la délibération du tribunal administratif de Bordeaux, de demander le remboursement quand on a été lésé, quand on a eu le tarif du porte-à-porte alors que c'est pas de notre fait. Et donc on peut parfaitement, et on invite nos adhérents qui le souhaitent à faire cette démarche individuelle. On ne peut pas le faire nous collectivement, mais on invite donc nos adhérents, et on l'a écrit en ce sens, et on profite des ondes de RLP pour inviter les gens, et ce serait bien qu'il y ait un maximum de gens qui demandent les remboursements au SMD3. Est-ce qu'ils auront gain de cause ? Ça, on ne sait pas, c'est le tribunal judiciaire. Jusqu'à présent, quand les gens avaient porté plainte, en gros, le tribunal judiciaire disait « on va attendre le jugement du tribunal administratif ». Le tribunal administratif a rendu son verdict, donc qui nous est favorable. Donc maintenant, ça crée des conditions tout à fait intéressantes pour que les gens s'appuient sur ces décisions pour faire appel sur le remboursement des sommes indues qu'ils ont payées. Et donc, Radio Libre en Périgord, en tant que radio associative, donc, a pour mission de recueillir tous les témoignages. S'il y a des citoyens, citoyennes, auditeurs, auditrices qui veulent manifester leur mécontentement sur leur situation, on peut recevoir les appels téléphoniques, enregistrer, diffuser tout message citoyen et aussi accueillir éventuellement Monsieur Protano ou d'autres personnes du SMD3, ce qui a déjà été fait, les demandes de venir en droit de réponse en enregistrement, mais étant donné les plannings chargés, ça n'a pas encore été au bout du processus. Oui, sachant quand même que si les gens font appel au tribunal judiciaire, c'est suspensif. C'est-à-dire, ils ont reçu leur facture. S'ils portent plainte au tribunal judiciaire, c'est suspensif. Ils n'ont pas besoin de payer en l'attente du jugement du tribunal. Là, c'est pour 2025. Parce que ce qui a été décidé pour 2023 et 2024 par le tribunal se pose donc la question aussi pour 2025. Parce qu'en fait, le porte-à-porte, il a été ou imposé parce qu'il y avait un retard d'installation, ou il y a certaines communes qui ont décidé de maintenir le porte-à-porte, quitte à payer plus cher. Ça a été le cas. Et alors, donc on va voir comment cette question va être résolue ou pas par le SMD3. Ça paraît difficile pour des communes à qui on a demandé s'ils voulaient rester au porte-à-porte, de leur dire maintenant, non, le porte-à-porte c'est terminé, on va vous installer des points d'apport volontaire. C'est une difficulté. C'est pas très démocratique, c'est vrai. D'imposer un choix. C'est sûr. D'ailleurs, sur la question de la démocratie, comment se passent ces délibérations ? Vous avez parlé du comité syndical. Qui fait partie de ce comité syndical ? Quelles sont les communes ? Je vois que les élections municipales approchent et peut-être que les citoyens ne savent pas forcément qu'ils ont voté pour quelqu'un qui est pour des choix qu'ils ont eu à subir, notamment donc, une tarification supplémentaire. Disons que voilà comment ça se passe quand il y a les élections municipales. On vote aussi pour des délégués aux communautés de communes. Et donc il y a des communes qui ne sont pas représentées, ce qui est un peu, j'allais dire, logique ou nécessaire, parce que comme il y a plus de 500 communes en Dordogne, c'est vrai qu'il faudrait retirer celle du Nontronais et puis celle de Sarlat, mais estimons à 450 communes,
Il y a jusqu'à présent 33 ou 35 délégués au comité syndical du SMD3. Donc c'est vrai que les petites communes, en règle générale, elles sont pas représentées. Alors représenter, il y a quelle commune finalement de représenter? En fait, c'est les communautés de communes qui délèguent des personnes au conseil syndical. Et ce qu'on constate, c'est qu'il y a de plus en plus, même si ce n'est pas majoritaire, mais ça commence à monter, de plus en plus de communes qui s'interrogent et qui constatent qu'il y a un mécontentement profond des habitants de leur commune. Ils paient cher pour un service dégradé, et donc il y a des communes qui ont voté des motions de défiance à l'égard du SMD3. Ça commence à monter. Lesquelles, par exemple? Notamment sur le Bergeracois, on en a beaucoup. Sur la Linde aussi. Sur la Linde, sur Sénac, sur Montpazier. On a y compris en Dordogne, enfin près de Périgueux, il y a Razac, il y a Clairville, c'est quoi? Ah oui. Mais je ne sais pas s'ils ont fait une motion. Mais enfin, ils avaient fait une motion. Ouais. Donc il y a en gros aujourd'hui à peu près une soixantaine de mairies qui ont voté des motions de défiance. Et c'est un des modes d'action qu'on a préconisé il y a longtemps, en disant aux citoyens, et notamment à nos adhérents, d'interpeller leurs élus, en disant, écoutez, ça ne va pas, il y a un système pas bien qui a été mis en place. Alors, il y a des démarches qui sont faites, et on incite vraiment les usagers à aller non pas agresser, mais interpeller leurs élus, pas seulement les maires, mais aussi les conseillers municipaux, pour leur dire, écoutez, ça ne va pas. Il y a des endroits, notamment à la campagne, où les points d'apport volontaire sont extrêmement éloignés du lieu d'habitation, obligeant les gens soit à prendre une voiture, soit s'ils n'en ont pas, à descendre avec leur brouette ou leur sac. Tous les problèmes d'accessibilité dont vient de parler Christian, la majorité des points d'apport volontaire sont inaccessibles aux personnes à mobilité réduite. Donc tout ça fait qu'il y a vraiment matière à interpeller les élus. Et quand on rencontre des élus, généralement ils nous disent « oui, effectivement, on est d'accord avec vous, mais le train est lancé, donc maintenant on ne peut pas faire autrement, il y a des investissements qui ont été lancés, etc. » Bon, voilà la réponse généralement qui nous est faite. Il y avait des communes, moi je prends l'exemple sur la commune où j'étais, on avait le porte-à-porte. Aujourd'hui, il a été supprimé. Bon, moi, personnellement, j'ai 2 km d'un côté, 1 km de l'autre pour aller mais... Donc tous les gens du quartier, sur ces secteurs-là, sont pénalisés, quoi. Mais sur la question de la démocratie, donc le SMD3 a mis en place des commissions d'usagers. Mais il l'a fait une fois que tout avait été décidé, c'est à la fois la RI, à la fois les PAV. Alors qui participe à cette commission d'usagers? Donc c'est un peu les représentants des citoyens? Oui, il y a des associations, il y a des entreprises, il y a des experts. Bon, et ils ont brassé un peu assez large. Mais la question, c'était celle du moment où il fallait le faire au début, parce qu'il n'y aurait probablement pas eu toutes ces impensées, parce que M. Pretano dit, je ne veux pas trop accabler mes prédécesseurs, mais tout n'a pas été bien réfléchi. Et effectivement, donc tu viens d'en citer quelques-uns, mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'il n'y a pas eu grand-chose de vraiment de bien réfléchi. Par exemple, typiquement, le bureau d'études qui a conçu les bennes semi-enterrées qui ne sont pas adaptables aux personnes handicapées. Là, c'est une mauvaise conception. Ça, c'est pire que ça. Sur nous, non seulement c'est une mauvaise conception, mais c'est une entorse à la loi de 2005 sur l'accessibilité. Ouais. Tout équipement nouveau doit être accessible aux personnes à mobilité réduite. Donc c'est pas normal que le SMD3 ait posé des points d'apport volontaire qui étaient inaccessibles aux personnes à mobilité réduite. C'est ce qui explique d'ailleurs que l'Association des paralysés de France est depuis le début partie prenante du collectif qui existe toujours, et donc de l'association.
Et c'est l'un des points majeurs de l'action de l'Association des paralysés de France à l'intérieur de notre association, en disant « c'est pas normal qu'il y ait des points d'apport volontaires inaccessibles aux personnes à mobilité réduite. C'est des équipements neufs qui ont été posés. » À combien coûte pour adapter ces équipements actuels ? Pas forcément tout remplacer, parce que le parc, ça va coûter très cher, j'imagine, c'est l'argument qui vous est sorti. Mais peut-être une adaptation est possible. Est-ce que vous avez étudié la question avec l'Association France Handicap APF ? Non, le plus gros problème, je crois que c'est surtout les aériens. Les enterrés, les semi-enterrés ou les enterrés, je pense que seraient à peu près accessibles avec quelques modifications. Mais les aériens sont à des hauteurs trop importantes. Donc déjà pour les personnes qui sont de petite taille, parce qu'il n'y a pas que les personnes qui ont un handicap, même pour des personnes qui ne sont pas de grande taille, se trouvent handicapées aussi par rapport à ça, quoi. Alors, le problème est aggravé aussi par le fait que ce sont les communes qui font les investissements. Ce n'est pas le SMD3 qui fait l'investissement de poser un point d'apport volontaire, c'est la commune. Comme les communes ont de moins en moins de moyens financiers, elles ont tendance à ne pas enterrer parce qu'il y aurait des travaux de génie à faire pour enterrer la borne. Ça coûte beaucoup plus cher que de poser une borne aérienne, avec souvent d'ailleurs une sorte de chape qui fait que quelqu'un en fauteuil roulant, il ne peut même pas accéder au point d'apport. Il y a un trottoir souvent qui fait qu'il ne peut pas accéder. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui prenne son sac et qui... Voilà, donc là il y a vraiment... Les aériens, il y a un système de pédale, donc une personne avec un fauteuil roulant ne peut pas y accéder. Voilà. Parce qu'il y a une pédale en bas, il faut mettre la carte, appuyer sur la pédale, donc c'est très compliqué pour certaines personnes. Parce que dans la liste des impensés, on a parlé de l'accessibilité, on a parlé de l'éloignement, et il y a aussi la question de la salubrité, puisque quand on regarde les barèmes du porte-à-porte, par exemple, pour une personne, il n'y a que 8 levées possibles à l'année. Donc ça fait plus d'un mois et demi par levée. Alors c'est sûr que garder un mois ou un mois et demi chez soi une poubelle, c'est quand même un peu problématique. Et puis il y a cette moyenne, ce chiffre qui a été décidé on ne sait comment. Je ne sais pas si vous avez cette réponse. Donc le tarif minimal, même si en fait vous n'avez aucune poubelle à donner au SMD3. Et il y a aussi la question de ceux qui ont plusieurs adresses. Par exemple, des adresses d'associations où il n'y aurait pas de poubelle, par exemple, et ils sont obligés de payer quand même. Mais ça, c'est l'une des conséquences les plus néfastes du choix fait par les élus du SMD3 de la redevance incitative. La redevance incitative n'a rien d'incitatif telle qu'elle a été mise en place par le SMD3. Puisque si on fait des efforts pour trier correctement, voir si on n'a aucun déchet, on paie quand même la même chose. Par contre, si pour des raisons X, Y, on est obligé de dépasser son forfait, chaque ouverture supplémentaire est facturée lourdement. Et en même temps, la redevance incitative rend impossible le fait d'avoir des aides aux personnes qui auraient des difficultés financières, rend impossible de faire des tarifs particuliers pour les associations, et c'est comme ça que les Restos du Cœur paient des fortunes, que le Secours populaire, le Secours catholique paient des fortunes. Emmaüs, ils étaient intervenus lorsqu'on a fait un débat public, le président d'Emmaüs était intervenu pour nous signaler la facture que lui a demandé le SMD3, c'était impossible. Ce qui nous amène, nous, à revendiquer le retour à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, qui est certes pas idéale, puisqu'elle est sur le foncier bâti, mais en même temps elle est beaucoup plus juste, et elle permet surtout d'avoir des aides si on a des difficultés financières, avec une part incitative. Et on est d'ailleurs en train de travailler sur un projet de loi sur cette taxe d'enlèvement des ordures ménagères, avec le député du Sarladé, Sébastien Peytavi, qui pourrait permettre d'améliorer et qui serait une réponse nationale. Et M. Protano avait lancé l'idée de faire une étude sur le passage de la redevance incitative
à la TOMI. Ouais. Cela étant, lors du dernier conseil syndical du 24 juin, la question n'était pas à l'ordre du jour. Et alors, donc, on ne sait pas trop si ça ne va pas être abandonné. Alors que c'était un engagement qu'il a pris devant les forces du nouveau Front populaire de Dordogne, qui avait demandé une audience, suite au rassemblement qu'il y a eu devant le siège du SMD3. M. Protano avait beaucoup traîné, puis finalement il a accepté de recevoir les forces du NFP, du nouveau Front populaire, et au cours de cette rencontre, il s'est engagé à revoir les forces du NFP avant la fin juin pour présenter l'étude qu'il devait lancer pour un éventuel retour à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères avec une part incitative. Et les forces du NFP n'ont pas été réinvitées à ce jour par M. Protano, alors il s'était engagé à revoir d'ici la fin juin. Parce que là, admettons, même en supposant que les députés ne fassent pas une loi comme vous le préparez avec M. Peitavi, est-ce que c'est possible de revenir à cette taxe comme avant, tout à fait. Rien qu'avec des décisions du syndicat? Donc par exemple, après 2026, après les élections municipales, si tout le bureau syndical du SMD3 change, donc sur les communes nommées là, donc on a la Coursac pour le président, Trélissac pour le premier vice-président, la deuxième vice-présidente c'est Marjorie Molton, Colombier, Thierry Boidet, Saint-Géraud-de-Corps, Bernard Triff, Cône-de-la-Barde, Jean-Marcel Beau, La Gémaille-Pontero, Jean-Paul Dubo, Saint-David-Vialard, Jérôme Perra, c'est La Roque-Gajac, Michel Donnette, Saint-Laurent-des-Hommes, François Roussel, Neuvic, Philippe Rousseau, Dussac et Alain Pérou, La Chapelle-Montmoreau. Donc si, admettons, on change tout ce conseil syndical, est-ce que c'est possible de revenir à cette comme avant? Mais dès aujourd'hui, le conseil syndical peut parfaitement décider d'arrêter la redevance incitative et de revenir à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Il n'y a aucune obligation de rester à la redevance incitative. Il y a des communautés de communes qui l'ont fait, qui sont revenues à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Il n'y a rien qui les empêche de faire ça. Et c'est pour ça que c'était intéressant quand M. Protano s'était engagé devant le NFP à faire cette étude et présenter le résultat d'ici la fin juin. On constate qu'il n'en est rien. Pour les campagnes, pour ces communes, est-ce que vous, en tant qu'association citoyenne Lutte Déchets 24, est-ce que vous faites par exemple des points à cocher pour les campagnes, pour toutes les listes qui sont validées par cette association? Donc les points, un point sur par exemple l'accessibilité, un point sur... Et toutes les propositions que vous aimeriez faire si vous étiez à la direction de ce conseil syndical du SMD3. Je prends l'exemple par exemple d'Anticor à l'échelle nationale qui avait fait pour les élections municipales, Anticor, une liste de 30 points que les communes devaient respecter, notamment il y a la publication des comptes rendus de conseils municipaux, la publication, même la visioconférence du conseil municipal pour que les gens puissent avoir accès, ce qui est fait pour l'instant dans la ville de Périgueux, mais je crois que c'est pas fait ailleurs dans aucune autre commune de Dordogne. Les conseils départementaux sont accessibles aussi en ligne. Les conseils d'agglomération sont aussi accessibles sur les chaînes internet en vidéo. Mais il n'y a pas trop de transparence finalement pour que le citoyen ait accès à tout ce qui est décidé en notre nom. Non, pour l'instant, on l'a pas fait. C'est pas une démarche qu'on a envisagée. On ne souhaite pas faire pression directement sur les futures listes. On dit simplement nos exigences. Et nos exigences, elles rejoignent en gros ce que avancent les forces du nouveau Front populaire, c'est-à-dire la demande d'un moratoire permettant de réfléchir à la situation avec... Alors nous, là-dessus, on avance des propositions sur le retour à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Les points d'apport qui existent, on ne peut pas les casser, mais qu'ils soient tous accessibles aux personnes à mobilité réduite. Là où le porte-à-porte fonctionnait parfaitement, l'envisager le retour au porte-à-porte, etc. On a une série d'exigences et on constate que ce moratoire, par contre, lors de la rencontre avec les forces du nouveau Front populaire, il a été catégoriquement refusé par M. Protano. Alors que c'est une demande qui monte. Il y a de plus en plus de mairies. La mairie de Périgueux, par exemple, réclame ce moratoire.
Les forces du Nouveau Front Populaire le réclament. C'était une des exigences qui figurait dans l'appel au rassemblement devant le siège du SMD3. Et ça nous paraît quelque chose de bon sens qui permettrait au SMD3 de sortir par le haut. Parce que M. Protano dit lui-même qu'il y a des difficultés. Leur étude de satisfaction, c'est pas nous qui le disons, c'est eux. Leur étude de satisfaction dit qu'il y a seulement 35% des usagers du SMD3 qui sont contents de la façon dont la collecte et la tarification sont mises en œuvre. Ça veut dire que la grande majorité sont mécontents. On sent bien que ça ne va pas. Et pour sortir par le haut, il faut dire, on arrête, on rend tous les points accessibles, et on réunit les citoyens, les élus, les professionnels, les associations, etc., pour réfléchir à la situation. C'est la seule façon, et je vous répète, le SMD3 pourrait parfaitement, demain matin, convoquer le conseil syndical et proposer, après c'est adopté ou non par la majorité du conseil syndical, le retour à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Il n'y a rien qui, juridiquement ou légalement, l'empêche de faire ça. Et après, c'est un choix politique. C'est un choix politique qui a été fait à l'époque, alors qu'ils savaient pertinemment qu'il ne pouvait pas y avoir de tarification particulière pour les personnes au RSA ou en difficulté. C'est un choix qu'ils ont fait. Ce choix, il s'avère que ce n'est pas le bon. Il est de plus en plus contesté par les gens, y compris par des élus. Voilà. Oui. Et ce qui est assez, d'ailleurs, étonnant, et nous... on n'avait pas envisagé ça comme ça. La position donc, du SMD3, c'est de dire que la redevance incitative rapporte moins que la TOM. Et ça, on a été surpris quand ils nous ont dit ça, mais il semble que ça soit vrai. Et le retour à la TOM plus une part incitative, ça permettrait que tout le monde soit inscrit dans ce système. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne sont pas enregistrés. Et il y en a à peu près 10 000, d'après ce que dit le SMD3. Et ça fait un manque à gagner de 2,5 millions ou quelque chose comme ça. Et ça c'est un argument qui, normalement, est en faveur de la TOMI. Et puis, la TOMI, c'est vraiment un retour au service public, qui a été quand même assez abandonné, puisque les gros producteurs ils peuvent faire appel à des sociétés privées comme Veolia, Paprec, Suez. Et le pire, je ne sais pas si c'est vraiment l'expression à utiliser, mais c'est tout ce qui est enlevé par ces sociétés privées retourne après dans le traitement du SMD3. Alors, on se dit, comment c'est possible que des sociétés privées puissent faire moins cher et avec des équipements moins coûteux, arrivent quand même à obtenir des clients. Alors, parmi les gros producteurs, il faut rappeler qu'il y a les cantines scolaires, il y a effectivement donc des industriels, mais il y a aussi des résidences. S'il y a une résidence comporte 50 logements, elle peut faire appel au privé, à condition que ça soit voté en assemblée générale de copropriétaires. Ouais. Alors tout ça, donc c'est quand même un peu problématique. Et puis il y a aussi le fait que la redevance incitative amène la transformation du SMD3 en société, en SPIC, service public industriel et commercial. Et c'est plus le service public, c'est plus des fonctionnaires territoriaux détachés pour travailler au SMD3, c'est des personnels de droit privé. Et aujourd'hui, la majorité sur les 507 agents, à peu près, c'est plus de la moitié aujourd'hui seraient de droit privé. Sont de droit privé. Si on revenait à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, c'est des fonctionnaires territoriaux. Et c'est les impôts qui collectent, et il n'y a pas besoin de personnel du SMD3 pour... voilà. Donc voilà, revenir à la taxe des ordures ménagères est possible. Et puis, il y a une autre actualité aussi judiciaire,
C'est vis-à-vis de la Cour des comptes, et là ça se passe où? La Cour des comptes régionale, c'est Bordeaux, a été saisie, notamment par notre association, pas seulement, mais notamment par nous, et la Cour des comptes a fait un rapport. Les délibérations de la Cour des comptes, il n'y a rien d'impératif, c'est simplement des recommandations. D'après les échos qu'on a, il y aurait pas mal de critiques à l'égard du SMD3. La Cour des comptes, c'est toujours pas public. Ça aurait dû tomber logiquement fin mai, début juin. Ce qu'on sait, que c'est le président du SMD3 a demandé à être auditionné avant le jugement du tribunal administratif de Bordeaux. La Cour des comptes a refusé. L'a auditionné après, pour pas qu'il y ait d'incidence, pour pas qu'il fasse pression sur les délibérations du tribunal administratif de Bordeaux. Bon, qu'est-ce qui a été dit, ça, on ne sait pas. D'après ce qu'on sait, ça devrait tomber d'ici la fin des vacances, les recommandations de la Cour des comptes. Mais on attend détaillé avec impatience. On aurait aimé les avoir avant le jugement, parce tout qu'on à fait appuyer certaines... Bien sûr. Voilà. La Cour des comptes, c'est son travail en plus de vérifier... de l'argent public. Ouais. Parce qu'il y a aussi un autre événement, mais bon, ça mérite aussi des développements, peut-être pas une émission complète, mais c'est l'introduction donc du Périgord noir dans le SMD3. En quelques mots, rapidement sur cette introduction. Ça a été fait avec beaucoup de réticence du Périgord noir. Non, c'est compliqué parce que bon, il y a des partis pour, il y a des partis contre. Donc finalement, ils ont voté l'intégration au SMD3. Mais Perra dit que juridiquement, c'est impossible. Mais ça, on ne le sait pas. Et économiquement, c'est pas souhaitable. Et ça, c'est possible parce que comme le SMD3 n'entend pas donner satisfaction au Périgord noir d'aller sur Brive, donc il est possible aussi qu'il charge un peu les indemnités à verser. Mais là, c'est un peu... on retrouve un peu des cas de figure du SMD3, hormis le fait qu'il y a eu quand même une commission qui a travaillé assez longtemps sur le sujet. Parce qu'il y a 5 communautés de communes dans le Périgord noir. Et il y en a une qui a beaucoup travaillé sur un certain nombre de conditions pour rentrer dans le SMD3. Celle qui est le plus près de Brive, de toute façon. Celle qui avait le plus d'intérêt, non, c'est elle? Peut-être c'est Pays de Fénelon. Parce qu'effectivement, il y a déjà 3 communes qui sont maintenant collectées par Brive. Et il y a eu là une délibération... là-dessus, et le SMD3 en était d'accord. Moyennant paiement. Ce qu'il faut dire, c'est que la commission qui a été réunie pendant presque un an, et la direction du Périgord noir n'a pas tenu compte. Moi, je dis c'était pipé d'avance, quoi. On a fait croire aux gens qu'on allait discuter peut-être pour aller à Brive, puis qu'en définitive, la décision, elle était... Parce qu'il ne faut quand même pas oublier que Perra... Il est vice-président. Il est vice-président du SMD3. Mais cette commission a rendu donc un rapport quand même, c'est ça? Oui, alors le pays de Fénelon a décrit 16 sujets sur lesquels il fallait négocier avec le SMD3. Et dans une réunion du 5 mai, le SMICTOM du Périgord noir avait noté qu'il devait y avoir des négociations de fait avec le SMD3 sur ces sujets-là. Mais dans la réunion du 30 juin, ça s'est passé à la trappe. Et les sujets ne peuvent plus être négociés, puisqu'apparemment le syndicat a donné son accord. Alors on voit mal comment on pourrait négocier après avoir donné son accord. En règle générale, c'est un peu le contraire. On se met d'accord dans un premier temps, puis après on vote effectivement le rattachement. Mais là, ça ne s'est pas passé comme ça. Et puis, le Périgord noir dit, on a beaucoup réfléchi sur la question de la TOMI, mais finalement, ils n'en disent rien. Ils disent ça, on a réfléchi, mais avantage, inconvénient, finalement, ça, on ne le sait pas.
Et le Périgord noir intégrera à partir du 1er janvier 2027. Oui. Donc bien après les élections municipales. Et ça, c'est voté, la possibilité de revenir en arrière. Donc merci pour... Il y a juste simplement quelque chose, la question des biodéchets. Il y a une loi qui impose, à partir du 1er janvier 2024, il y aurait dû avoir des biodéchets accessibles. Et nous, c'est quelque chose, on dit le SMD3 aurait dû commencer par ça, parce que les biodéchets, c'est en gros 30% du sac noir. Et il y a très peu de bornes biodéchets qui ont été mises en œuvre. Et elles sont payantes. Ouais. Et donc, là-dessus, on aurait dû commencer par ça. Et il faudrait qu'on développe ces bornes biodéchets, parce qu'autant à la campagne, il y a déjà, ou à la ville, si on a un jardin, on peut avoir un compost. Mais en HLM, je ne vois pas trop comment on a un compost. S'il n'y a pas une borne biodéchets accessible, ben les gens, ils utilisent le sac noir. Et donc, on ne réduit pas le volume des déchets. Et ça, c'est une des critiques qu'on a aussi vis-à-vis du SMD3, c'est un des mal pensés ou impensés qu'ils auraient dû prévoir dès le départ la mise en place de bornes biodéchets, et ils continuent de ne pas vouloir les mettre en libre accès, ce qui est une aberration, quand on sait qu'il faut réduire considérablement le volume des déchets, ça on est tous d'accord. En plus, ça amplifie les nuisances dues aux rongeurs, etc., qui peuvent pénaliser les voisins de ces bennes. Merci de vous être déplacé suite donc à cette décision du tribunal administratif de Bordeaux du 26 juin 2025, qui a accepté de supprimer des délibérations qui étaient en défaveur pour une raison de rupture d'égalité de traitement entre différents citoyens à tel ou tel endroit du département. Donc, affaire à suivre. Peut-être que cette taxe des ordures ménagères, on y reviendra. Mais en attendant, la prochaine date, la prochaine échéance pour vous, c'est quoi ? Ben, c'est le 29. La prochaine échéance, c'est le... savoir si on fait appel ou non. Et en même temps, une incitation à tous les usagers de rejoindre notre association. D'abord, un acte citoyen de s'engager dans ce combat. Et puis financièrement, on a besoin de plus d'adhérents pour couvrir les frais de justice qu'on a eus et qui sont utiles puisqu'on a gagné. Il faut dire aussi que les frais qui paraissent importants sont quand même, parce qu'on a fait des recherches avec plusieurs avocats, et sont quand même des prix très, très réduits par rapport à d'autres avocats qu'on avait consultés. C'est des tarifs militants, on pourrait dire. Donc on peut vous soutenir et puis adhérer à votre association en contactant l'adresse mail assocld24psp@gmail.com. Merci. Christian Naudet, Jacques Tessier, Serge Bertin. Merci beaucoup. Merci.